Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, l'Afrique centrale est l'un des endroits les plus riches de la planète et à ce titre suscite la convoitise de toutes les grandes puissances mondiales. Au cœur de cette région, le Rwanda, qui connut dans les années 90 ce que les médias appelèrent un génocide. Pour nous parler de ces événements et les replacer dans leur contexte géopolitique, nous recevons aujourd'hui, chers auditeurs, Patrick Mbeko, spécialiste de cette région et auteur chez Contre-Culture d'un ouvrage intitulé « Guerre secrète en Afrique centrale ». Monsieur Mbeko, bonjour. Bonjour. Vous nous venez du Canada, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon acolyte Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour à tous. Monsieur Mbeko, je tiens à le dire tout de suite, votre ouvrage est absolument passionnant. Il porte un éclairage nouveau et très documenté sur les enjeux réels de ce qu'il est convenu d'appeler le génocide Tutsi au Rwanda, enjeux qui nous sont cachés par les médias dominants. Alors avec Xavier, nous souhaiterions réaliser une émission la plus pédagogique possible et aborder toutes ces questions, assez complexes, pas à pas. Pour commencer, nous nous situons au début des années 90, lors de la chute du mur de Berlin et à la fin de la guerre froide. Pourriez-vous nous raconter quel fut l'impact en Afrique centrale de cet événement ? D'abord, merci pour vos mots au sujet du livre et pour l'invitation aussi. À la fin des années 80, donc au début des années 90, c'est la chute du mur de Berlin, la dislocation de l'Union soviétique. Il y avait une alliance entre les États occidentaux autour des États-Unis contre le diable rouge soviétique. Sauf qu'à la fin de la guerre froide, les États-Unis vont décider de redéfinir les alliances et aussi vont s'investir à pénétrer ce qu'on a appelé le précaré français. Donc, le précaré français, ce sont ces zones qui sont composées d'anciennes colonies françaises ou en tout cas des États africains qui étaient très liés à la France. Donc, à la fin de la guerre froide, pour les États-Unis, il n'était plus question de sanctuariser certains territoires en Afrique, certains espaces en Afrique, en tout cas des zones d'influence. Pour eux, il fallait mettre la main sur ces régions stratégiques, quitte à évincer la France de ces régions. Donc la fin de la guerre froide sera en tout cas le début d'une nouvelle guerre qui va opposer les alliés d'autrefois, notamment les États-Unis et la France. Et dans cette guerre, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les alliances régionales qui s'étaient établies durant la guerre froide ? On a donc le Zaïre, qui est la puissance majeure dans la région, qui était donc l'allié des États-Unis. C'est ce que vous expliquez dans votre livre. Effectivement, durant la guerre froide, le Zaïre est un allié de l'Occident en général, oui, c'est ça. Et notamment des États-Unis, parce qu'il faut rappeler que le président du Zaïre de l'époque, le président Mobutu, a été placé là par la CIA, mais la Belgique, en 1965. Et donc pendant 32 ans, ce monsieur va préserver le Zaïre de toute pénétration soviétique à l'époque. Et donc lui sera l'homme clé du dispositif occidental en Afrique centrale, mais aussi dans notre région parce qu'il était quand même assez puissant. Mais en Afrique centrale, son rôle était beaucoup plus important. Donc à cette époque-là, le Zaïre soutient aussi un autre pays qu'on appelle le Soudan. Et donc, le Soudan, à l'époque, est déjà déstabilisé par les États-Unis, Israël et la Grande-Bretagne. Mais le Zaïre, lui, étant donné qu'il était très proche des États-Unis, ça ne posait pas vraiment problème. Seulement voilà, à la fin de la guerre froide, les Américains ne trouvaient plus Mobutu utile. Il avait perdu sa valeur utilitaire, en fait, si on peut dire ça. Et du coup, les alliances seront redéfinies. Et à cette époque-là, il faut en même temps rappeler que quand Mobutu se sent rejeté par les Américains, il se rapproche beaucoup plus de la France. Donc, il se rapproche beaucoup plus de la France et il a à ses côtés le président Habyarimana du Rwanda qui est aussi très proche de la France et même des États-Unis, un peu comme Mobutu aussi. Et il y a le Soudan qui est aussi proche de la France. Et d'autre part, vous avez le président de l'Ouganda qui est arrivé au pouvoir en 1986, donc nous sommes en pleine guerre froide, mais qui va lui aussi se rapprocher des États-Unis. Et donc c'est
c'est vers lui que les États-Unis vont se tourner pour déstabiliser le Soudan et pour mener une nouvelle politique dans toute la région, en se servant en tout cas de l'Ouganda, en abandonnant Mobutu, en s'appuyant sur l'Ouganda. Je ne sais pas si on se comprend. Très bien. Donc en fait, on a la chute du mur de Berlin et un renversement d'alliance. Les États-Unis décident que finalement le président Mobutu du Zaïre n'est plus leur allié, n'est plus utile. Et donc choisissent de déstabiliser le Zaïre. C'est ça pour aussi affaiblir la France-Afrique. Ben en fait c'est ça, parce que pour les États-Unis, on ne peut pas mettre la main sur le Zaïre si on ne déstabilise pas la France. Mais pour arriver au Zaïre, il faut passer par le Rwanda. Voilà. C'est à ça que va servir le Rwanda en fait. Donc là, on en est au Rwanda. C'est là que je voudrais que vous nous expliquiez le contexte ethnique préexistant. Qu'est-ce que sont les Hutus? Qu'est-ce que sont les Tutsis? Et quelles sont leurs relations avant les opérations qui vont avoir lieu dans les années 90? Oui, il faut d'abord rappeler que avant l'indépendance du Rwanda, en 1962, le Rwanda est une monarchie qui était dominée par les Tutsis. Les Tutsis sont des populations nilotiques. En fait, on les appelle les populations nilotiques et les Hutus sont des Bantous. Et donc, pendant très longtemps, pendant des siècles, les Tutsis vont dominer la majorité Hutu. À l'époque, là où le Rwanda est composé de 10% des Tutsis, 88% des Hutus et 1 ou 2% des Twa, donc c'est une minorité qu'on appelle communément les Pygmées, si on veut. D'accord. Donc pendant plusieurs siècles, pendant des années en tout cas, ce sont les Tutsis qui vont dominer sur les Hutus. Et en 1959, il y aura ce qu'on appelle la révolution sociale Hutu. Donc les Hutus vont se rebeller contre ce système oppressif et vont renverser la monarchie Tutsi et vont créer la République rwandaise qui va proclamer son indépendance en 1962. Et donc de 1962 jusqu'aux années 90, le Rwanda va être dirigé par des Hutus, mais qui vont s'entourer quand même de certains Tutsis. Alors, les Tutsis monarchistes qui étaient renversés dans les années, à la fin des années 50, vont s'exiler dans les pays voisins, notamment en Ouganda, au Burundi, au Zaïre, dans les pays voisins du Rwanda. Et pendant des années, ils vont tenter de reconquérir le Rwanda, mais ils n'y arriveront pas. Alors, ils vont s'organiser dans les pays voisins. Donc, durant toute la guerre froide, le Rwanda est dirigé par des Hutus. Mais à partir des années 90, c'est la fin de la guerre froide, c'est le changement d'alliance. Les États-Unis décident de soutenir Museveni, qui est, lui, arrivé au pouvoir en Ouganda grâce à des exilés Tutsis qui étaient en Ouganda. Mmh. Ah donc, ce sont ces exilés Tutsis-là qui vont maintenant demander à Museveni de les aider à reconquérir leur pays, le Rwanda, au début des années 90. Et alors, le tournant, c'est cette conférence aux États-Unis de la diaspora Tutsi des États-Unis qui va obtenir le soutien des États-Unis dans leur opération de reconquête du Rwanda. Du Rwanda. En fait, ce qui se passe, c'est que les visées Tutsi rwandaises de la diaspora Tutsi vont parfaitement cadrer avec la nouvelle stratégie américaine dans la région. Donc, ce qui va faire que les Américains vont dire, ça tombe bien. D'ailleurs, de toute façon, nous sommes en train de redéfinir les alliances dans la région et nous voulons mener une nouvelle politique dans cette région et contrôler en tout cas les ressources de la région des Grands Lacs. Donc, les Tutsis vont être les alliés idéaux des États-Unis. D'autant plus qu'il faut le dire, le président Museveni de l'Ouganda, celui qui a pris le pouvoir en Ouganda grâce aux Tutsis, est lui-même un Tutsi d'Ouganda. Et ça, c'est un élément très important. Donc, en fait, les Tutsis rwandais exilés en Ouganda vont aider le Tutsi ougandais à prendre le pouvoir et le Tutsi ougandais, donc Museveni, va aider les exilés Tutsis à reconquérir leur pays avec l'aide des États-Unis et des autres puissances anglo-saxonnes. Alors, ça va se faire en plusieurs étapes. Donc, via le Front patriotique rwandais et sa branche armée, l'Armée patriotique rwandaise, donc qui sont intégralement Tutsi, donc aidé par les États-Unis, avec une première incursion en octobre 1990 et qui sera un échec. Tout à fait. Le 1er octobre 1990, les exilés Tutsis rassemblés au sein du Front patriotique rwandais, donc le FPR, envahissent le Rwanda avec la cession de l'armée ougandaise et des experts. À l'époque, déjà, les Américains ne sont pas loin, les Britanniques. Alors,
quand ils envahissent le Rwanda, le président Habyarimana du Rwanda se tourne d'abord vers les États-Unis. Ça, les gens ne savent pas. Parce qu'il est à l'époque, il se trouve aux États-Unis quand l'invasion a lieu. Alors les Américains essaient de le retenir aux États-Unis. Et lui, il va, en catastrophe, il va faire appel à la France. Donc la France va intervenir avec l'assistance du Zaïre, du président Mobutu, pour barrer la route aux rebelles Tutsis. Donc les rebelles Tutsis vont être repoussés jusqu'en Ouganda, leur fief de départ. Donc il y a une nouvelle attaque en janvier 91. Tout à fait, parce que quand ils vont être chassés, ils vont se réorganiser pour envahir de nouveau le pays, et là ils vont réussir à occuper certains territoires au nord du pays. Donc entendons-nous bien, dans un premier temps, la France intervient en faveur du gouvernement rwandais. Ouais. D'accord. La France intervient parce qu'il y a des accords de défense, il faut pas l'oublier. Et donc la France intervient légalement au regard des accords conclus entre les deux pays, parce qu'il faut pas. On parle d'une armée, d'une rébellion, d'une armée d'invasion en fait, parce que à l'époque, il faut rappeler que ces Tutsis qui envahissent, ces Tutsis rwandais ont acquis la nationalité ougandaise. Donc en fait, il s'agit d'une agression extérieure. Donc la France intervient en faveur d'un gouvernement légal contre une agression venue de l'extérieur. Précisons que quand même les rebelles Tutsis sont armés via l'Ouganda par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ils ont été formés dans une base qui s'appelle Jinja, qui se trouve en Ouganda, par les forces spéciales britanniques. D'accord, donc là on a les forces en présence. Et donc va se mettre en place un processus de paix entre le Front patriotique rwandais et le gouvernement de Kigali, qui est à moitié qui est Hutu, mais qui comporte aussi des Tutsis. C'est parce qu'il faut dire que contrairement à la propagande, à l'idée générale admise, le gouvernement rwandais était beaucoup plus ouvert que la rébellion Tutsi. Dans ce gouvernement, on retrouvait beaucoup de Tutsis qui ne soutenaient pas le Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Et là, des élections doivent être organisées. Or, les États-Unis, comme la Grande-Bretagne et comme le Front patriotique rwandais, ont conscience que si ils vont aux élections, comme 80% de la population est Hutu, ils vont à l'échec. Ils vont à l'échec. Donc le Front patriotique rwandais va opérer, et ses alliés, une politique du pire. Voilà, c'est la politique du pire, parce que les rebelles Tutsis savent très bien qu'ils ne peuvent pas gagner des élections au Rwanda, parce que la mathématique ethnique va prévaloir. Et il y a un événement, je tiens à ce qu'on parle d'un événement important qui va se dérouler au Burundi, parce que ça nous permet de comprendre en fait la suite des événements au Rwanda. C'est que le Burundi connaît le même problème que le Rwanda. Il y a une majorité Hutu et une minorité Tutsi. Pendant longtemps, il y a eu des guerres ethniques assez importantes dans ce pays-là. Alors, en 93, il y a des élections qui sont organisées au Burundi. Et ces élections vont mener, ce processus électoral va en tout cas mener à l'élection d'un président Hutu. Donc un président élu démocratiquement. Le problème pour le FPR à ce moment est que le FPR est en négociation avec le gouvernement de Kigali. Alors le FPR se dit, si au Burundi, il y a l'élection du Burundi mène à l'élection d'un président Hutu, cela va inspirer les Hutus du Rwanda qui vont certainement élire le président Habyarimana qui était là. Alors le FPR va s'arranger, va s'organiser avec les Tutsis de l'armée burundaise pour court-circuiter la démarche démocratique qui a lieu au Burundi. Parce que le cas burundais servait d'exemple aux Rwandais qui étaient en fait en négociation à Arusha. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les rebelles Tutsis du FPR vont s'organiser avec l'armée burundaise composée majoritairement de Tutsis pour tuer, assassiner le président Hutu élu démocratiquement, Melchior Ndadaye, pour casser le processus démocratique et relancer la guerre au Rwanda. Parce que quand les Hutus du Rwanda vont observer avec stupeur l'assassinat du président Hutu au Burundi, les Hutus du Rwanda vont se dire, mais ces rebelles ne sont pas prêts à accepter la logique démocratique, la logique des urnes. Donc ça va exacerber les tensions et va expliquer en partie ce qu'on va appeler le génocide rwandais. Alors moi, il y a une figure parmi les rebelles Tutsis sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête, parce que c'est une figure importante, c'est Paul Kagame. Est-ce que vous pouvez nous décrire qui est ce personnage ? Et par qui a-t-il été formé? Et quel est son rôle, finalement, dans cette guerre civile qui se dessine? Ouais, Paul Kagame, c'est le chef de la rébellion Tutsi. Mais avant
avant de prendre la tête de la rébellion Tutsi, il y avait un autre Tutsi qui s'appelait Fred Rwigema. C'était lui le fondateur du FPR. Mais à la différence de Paul Kagame, Fred Rwigema, lui, il était pour une pression militaire, mais une négociation politique pour se faire une place, en fait, dans le jeu politique rwandais. Mais ce n'était pas, Paul Kagame ne l'appréciait pas. Paul Kagame, lui, est issu de la lignée royale de ceux qui étaient au pouvoir au Rwanda dans les années 50. Donc, quand il y a la révolution sociale Hutu dont on a parlé en 1959, il va en exil en Ouganda, il a, je crois, 2 ou 3 ans. Donc, il va rester en Ouganda pendant longtemps. Peu après, il va intégrer l'armée, la rébellion ougandaise qui est dirigée par Museveni, qui va plus tard prendre le pouvoir. Et juste après, il va être envoyé aux États-Unis, à l'école militaire de Fort Leavenworth, d'où il sera formé. Et quand la rébellion de FPR va lancer son offensive sur Kigali le 1er octobre 1990, Kagame, lui, se trouve aux États-Unis. Mais deux jours après le déclenchement des hostilités, le chef charismatique du FPR, le fondateur du FPR, Fred Rwigema, est assassiné. Et c'est à ce moment-là que Kagame revient au Rwanda pour prendre la tête de la rébellion Tutsi. Mais on sait aujourd'hui que Kagame a joué un rôle dans l'assassinat de son ami. Il l'a fait tuer pour prendre la tête de la rébellion parce que Kagame n'a jamais été pour des négociations pour un processus électoral apaisé au Rwanda. Lui, il était pour la manière forte. Et pour cela, il a été soutenu par les États-Unis et par Museveni qui a joué un rôle dans l'assassinat de Fred Rwigema. Et il a aussi participé à la planification de l'assassinat du président burundais Hutu Melchior Ndadaye, avec notamment le Premier ministre britannique de l'époque qui est Margaret Thatcher. Tout à fait, oui. Voilà, donc j'aimerais qu'on en arrive maintenant à 2 événements que connaissent le public français. C'est l'intervention de Jean Carbonare le 28 janvier 93 sur France 2 qui va réveiller l'opinion publique sur la cause Tutsi, et un deuxième événement qui est l'avion du président Habyarimana qui est descendu 4 mois plus tard, le 6 avril 1994. Qu'est-ce qui se passe entre ces 2 dates? Quelles sont les forces en présence? Et comment va-t-on arriver à un retournement de l'opinion publique internationale? Ouais, il faut rappeler d'ailleurs qu'à l'époque, le Rwanda est en pleine guerre et alors il y a des violations de droits de l'homme de part et d'autre, et une mission des ONG rwandaises vont appeler à la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Et donc cette commission d'enquête va être composée de plusieurs ONG occidentales mais aussi rwandaises, dont l'association Survie, dirigée à l'époque par Jean Carbonare, qui va se rendre au Rwanda. L'association Survie et d'autres ONG vont mener une enquête sur les violations des droits humains au Rwanda. Donc, les enquêteurs vont passer près de 2 semaines au Rwanda. Pendant les 2 semaines, ils vont visiter les prisons, vont avoir accès à des documents du gouvernement rwandais. Mais pendant ces 2 semaines, ils vont juste passer 2 heures dans le camp contrôlé par la rébellion Tutsi, 2 heures seulement, où ils seront d'ailleurs surveillés par les rebelles Tutsi eux-mêmes. Alors, à la suite de cette enquête-là, en tout cas de la mission de la commission internationale, il y a un rapport qui est produit. Et c'est à la suite de ce rapport que Jean Carbonare va passer dans les médias français pour dire qu'il y a une politique de génocide qui est menée contre la minorité Tutsi de Rwanda. C'est là que le mot génocide est prononcé, voilà, pour la première fois. Et il pleure en direct à la télé. Et il pleure en direct à la télé. Bon, l'émotion est intense, d'autant plus qu'il s'agit d'un Français qui parle du rôle de la France, parce que Carbonare va parler du rôle de la France dans cette affaire-là, dans cette affaire de soutien le président rwandais. Alors, l'opinion publique est tétanisée, mais surtout les politiques français, parce que à ce moment-là va se développer une mécanique propagandiste alors très redoutable contre le gouvernement Hutu et contre la France qui le soutient. Une intoxication. Une intoxication incroyable. Mais il faut en même temps, il y a une nuance importante, c'est que la France ne soutient pas inconditionnellement le gouvernement Hutu. Ce que la France veut faire, c'est trouver une solution politique au conflit pour ne pas qu'il y ait embrasement. Et j'explique d'ailleurs dans mon livre qu'à certains moments, les Français vont exercer d'énormes pressions sur le président Habyarimana du Rwanda, ne réalisant pas qu'en le faisant, il faisait le jeu de la rébellion Tutsi qui était soutenue en sous-main par les puissances anglo-saxonnes, en tête desquelles il y a les États-Unis. Président rwandais Hutu qui lui-même contient une frange extrémiste de Hutu qui veulent en finir. Finir. Donc le président Hutu est entre
le marteau et l'enclume, parce que là, qu'est-ce qu'il va faire? Il est mis sous pression par la France et par la rébellion Tutsi qui est soutenue par les États-Unis. Donc personne ne l'écoute parce que c'est lui qui est accusé de mener une politique de génocide, alors qu'il essaie par tous les moyens de trouver une solution négociée au conflit. Et donc là, c'est là que le renversement s'opère avec cette intervention de Jean Carbonaré à la télévision française. Ces rebelles Tutsis deviennent finalement une sorte d'armée de libération. Tout à fait. Les grands démocrates, les voilà. chouchous des médias et de l'Occident. Ou un peuple persécuté. Voilà, le peuple persécuté qui se bat pour l'avènement d'un Rwanda démocratique et meilleur. Et qui est génocidé. Et qui est génocidé surtout, parce que ça c'est important. C'est extrêmement paradoxal. Bah, oui, parce il est essentiel de préciser ici que c'est à partir de ce moment qu'on commence véritablement à écrire l'histoire officielle du génocide rwandais. C'est à partir de ce rapport-là, truffé de contre-vérités, parce que j'explique dans le livre qu'il sera d'ailleurs mis en pièces, taillé en pièces par un juge de la Cour fédérale du Canada lors d'un procès qui s'est tenu là-bas. Juste un petit résumé pour que les auditeurs comprennent bien où on en est. On a un gouvernement légitime, le gouvernement rwandais, qui est attaqué par des rebelles Tutsis appuyés par les États-Unis, le Canada, la Belgique, il faut pas oublier, la Grande-Bretagne, et dont on va dire de ces rebelles qu'ils sont génocidés. Voilà. Pour justifier justement leur pénétration au Rwanda. Tout à fait, parce que juste après la publication du rapport, les rebelles Tutsis lancent une offensive militaire importante et réussissent à conquérir certaines villes au nord du pays. Et cette conquête va mener à l'extermination de près de 40 000 personnes. Alors en plus, vous racontez une intoxication des inspecteurs, c'est-à-dire qu'on les emmène sur un charnier et on leur dit, voilà, vous voyez, ça c'est des Tutsis qui ont été massacrés, alors que ce sont des Hutus. C'est très grossier. Ouais. Mais alors là, il y a un événement qui lui aussi va vraiment accélérer le processus de violence. C'est, comme l'a dit tout à l'heure Xavier, le fait que l'avion du président rwandais a été abattu le 6 avril 1984. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'explosion. Oui. Alors ça, c'est très intéressant. Est-ce que déjà, vous pouvez nous expliquer aux auditeurs le contexte? Parce que je crois que le président rwandais, à ce moment-là, Habyarimana, se rend à un sommet à Dar el Salem, qui est organisé en marge. Et en fait, c'est une immense manipulation, c'est un piège. Oui, parce que il y avait déjà des négociations. Quand la guerre a commencé, il y a eu des négociations à partir de 92, des négociations de paix. Mais en avril, il y a un sommet qui est convoqué à Dar es Salaam. Et doivent assister à ce sommet le président Mobutu du Zaïre, le président Habyarimana du Rwanda, le président de la Zambie, en tout cas tous les chefs d'État africains qui étaient impliqués dans le processus de paix. Alors, le sommet a lieu et ce soir-là, le président Habyarimana du Rwanda et du Burundi doit regagner son pays pour annoncer à la télévision nationale que voilà, nous avons accepté la mise en place d'un gouvernement d'union et tout ça. Et à son retour, son avion est abattu. À un moment où il s'apprête à atterrir à l'aéroport de Kigali. Alors, qu'est-ce qu'on apprendra après? Que la réunion, en fait, avait été organisée sur instigation de Museveni, le président Museveni du Rwanda, lui-même conseillé par des responsables américains. En fait, c'était un piège à con. Donc, on lui a dit, viens à la réunion et tout, et après la réunion, on savait très bien qu'après la réunion, il allait repartir, on allait abattre son avion parce qu'on cherchait un moyen pour on cherchait un moyen pour le tuer. La rébellion Tutsi voulait le tuer depuis un moment, et donc le bon moyen sera un attentat aérien. Mais un élément important, c'est que avant l'attentat, une piste de l'aéroport est fermée par les Nations Unies, les casques bleus des Nations Unies, dirigés à l'époque par un officier canadien, le général Roméo Dallaire, qui officiellement travaillait pour l'ONU, mais officieusement était sous commandement américain. Donc il va fermer une piste pour permettre aux tireurs embusqués du FPR d'abattre l'avion au moment où l'avion approchait pour atterrir. Et la Belgique, dans cet attentat, est également soupçonnée d'avoir joué un grand rôle. Effectivement, parce que les casques bleus belges qui étaient en charge de la sécurité de l'aéroport, il y avait, en tout cas, on s'en pointait du doigt, d'autant plus que certains officiers belges, ce jour-là, avaient un comportement très bizarre. Et, bon, je n'ai pas tout dit dans le livre, parce qu'il y a d'autres éléments
dont je parle dans d'autres livres. Par exemple, au moment où, je crois que j'en parle aussi, quand l'avion du président Habyarimana quitte Dar es Salaam pour Kigali, il y a un agent du FPR qui est à Dar es Salaam qui appelle à Kigali pour dire, écoutez, l'avion du président Habyarimana vient de quitter, donc il faut l'attendre, il faut le réceptionner. Et vous racontez peu avant ce qui est un attentat finalement, la visite d'Habyarimana à Mobutu qui lui dit « Nos jours sont comptés ». Tout à fait. Et d'ailleurs, au soir de la descente de l'avion, donc au soir du 6 avril, les hommes de Kagame pensent que Mobutu était dans l'avion. Oui, parce que en fait, le coup, il fallait éliminer Habyarimana, Mobutu, qui étaient les alliés de la France, qui sont restés les alliés de la France après la chute du mur de Berlin, qu'il fallait faire sauter, parce qu'au fond, la guerre du Rwanda n'était qu'un tremplin pour s'emparer du Zaïre plus tard, du Zaïre de Mobutu. Donc le Rwanda était en fait la porte d'entrée pour atteindre le Zaïre, donc abattre Habyarimana et Mobutu, aller faire l'affaire. Et je rappelle, dans le livre, j'explique déjà au tout début que les Américains, au début, sont allés voir les gens d'Habyarimana, les proches d'Habyarimana, ils leur ont dit, écoutez, si vous nous laissez passer par chez vous pour atteindre le Zaïre, nous allons demander au FPR de ne pas vous importuner. Les Rwandais, l'Habyarimana avaient dit non, le Zaïre est un pays frère, alors on va te déstabiliser, après on va s'occuper du Zaïre. C'était la logique américaine. Et Mobutu, qui a eu du flair dans l'histoire, finalement se rend pas... ouais, il refuse, il se désiste à la dernière minute, parce qu'il est conseillé par son conseil spécial en matière de sécurité, qui était aussi l'ancien patron des services secrets, avec, d'ailleurs, j'ai coécrit un livre qui est sorti juste avant celui-là, où on explique en détail un peu toutes ces affaires-là. Alors là, je vais citer un passage, donc c'est le moment où le président du Rwanda est mort dans l'accident d'avion, enfin dans l'attentat. Vous écrivez: Habyarimana est mort, le Rwanda va vivre les pires moments de son histoire. La descente aux enfers débute au matin du 7 avril, lorsque l'APR déclenche les hostilités. Les extrémistes des deux camps se déchaînent avec fureur, tout s'écroule comme un château de cartes. C'est la mort des accords d'Arusha, les accords qu'on avait prévu de signer. Un pays entier a volé en éclats. Des deux côtés, les organes propagandistes de la haine, comme la radio-télévision libre des Mille Collines et la radio pro-FPR Mahabura, attisent les tensions entre les partis en conflit. Pendant 3 mois, le diable élit domicile au Rwanda. Des centaines de milliers de Rwandais sont livrés à la fureur de leurs bourreaux. Les meurtriers font preuve d'une inhumanité extrême en infligeant à leurs victimes des douleurs dont les images sont insupportables à voir. L'horreur et la satisfaction de tuer chez les meurtriers et le zèle diabolique avec lequel ils tuent. Dans l'ethnie ciblée, personne n'est épargné. Hommes, femmes, vieillards, nourrissons et bébés succombent aux coups de machettes, gourdins et houes. Il y a comme une volonté de toujours aller plus loin dans la souffrance qu'il est possible d'infliger à l'autre. Malgré les appels au cessez-le-feu sans condition lancés par les FAR, donc les forces armées rwandaises, le FPR n'en fait qu'à sa tête. La voie du pouvoir lui étant désormais ouverte. Cette guerre, le FPR l'a préparée depuis belle lurette. Personne ne peut donc l'arrêter sur sa lancée, la bénédiction des puissances anglo-saxonnes étant acquise. Je crois que là c'est clair comme de l'eau de roche. Ouais. Vous-même vous indiquez donc que finalement la violence est à l'initiative des rebelles appuyés par les puissances occidentales. Et donc dans ce cadre-là, finalement, quelle a été l'action de la France? Donc là, parce que là, la France est décrédibilisée à l'échelle internationale, et il me semble qu'elle va donc déclencher une opération malgré tout pour essayer de sauver les meubles. L'opération militaro-humanitaire, l'opération turquoise. Parce qu'il faut rappeler qu'à ce moment-là, d'ailleurs vous l'avez très bien dit, les rebelles Tutsis voulaient la guerre depuis longtemps. Et juste une parenthèse, selon les Nations Unies, ceux qui ont abattu l'avion sont les responsables du génocide. Ça, c'est un élément important. Raison pour laquelle l'enquête sur l'attentat connaît des hauts et des bas, des soubresauts assez bizarres. Pardon, il y a beaucoup de manipulation dans cette affaire-là. Parce que, selon les Nations Unies, les responsables de l'attentat sont ceux qui ont commis le génocide. Et c'est pour cette raison, par exemple, que Carla Del Ponte, qui a été la procureure au sein du tribunal pénal international pour le Rwanda, dira, s'il s'avère que c'est le FPR qui a battu l'avion, alors toute l'histoire du génocide devrait être réécrite. Donc, ça vous donne une idée. Donc, pour la France, à ce moment-là, la France se retrouve dans une position très délicate. Au sein du pouvoir politique français, on discute, on ne sait pas ce qu'il faut faire parce que la France est totalement décrédibilisée depuis le rapport de la commission, avec la couverture médiatique qui était assez violente, en tout cas contre les politiques de la France au Rwanda. Les politiques françaises se demandent ce qu'ils doivent faire. À un moment donné, ils décident quand même de lancer l'opération turquoise. À l'ONU,
tout le monde appuie la position française parce que c'est la seule puissance occidentale à ce moment-là qui accepte d'intervenir, en tout cas pour faire cesser les massacres. Les États-Unis ne veulent absolument pas de l'intervention des Nations Unies. En fait, les États-Unis n'en veulent pas, mais face à la cruauté, à tout ce qui se passait à la boucherie en cours, ils acceptent quand même du bout des lèvres. Ils disent oui, bon, c'est bon, la France doit intervenir, c'est très bien. Ils avaient promis d'aider la France à projeter son matériel de guerre au Rwanda, mais ils ne le feront pas. Donc les Français seront obligés de se tourner vers un marchand d'armes qui s'appelle Victor Bout pour transporter leur équipement militaire pour se déployer au Rwanda. Et après ça, ils vont déployer leurs espions pour surveiller les actions de la France au Rwanda. Donc les Français seront les seuls à vouloir stopper cette spirale de la violence. Et il faut rappeler d'ailleurs qu'après l'opération turquoise, qui va remercier la France? C'est la rébellion Tutsi. Ça, on ne le dit pas. Qui écrit à Mitterrand à ce moment-là? C'est le président du FPR, Alexis Kanyarengwe. Et dans ce conflit, en plein cœur du conflit, on trouve des troupes d'élite canadiennes. Tout à fait. En fait, pour moi, ça a été une très grande découverte parce que j'étais en contact avec l'un des membres des forces spéciales canadiennes. Officiellement, ils ne sont pas au Rwanda. Officieusement, ils étaient là. Pourquoi? Moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi. Parce que ces gens-là ne sont pas déployés quelque part pour faire de l'humanitaire. Ce sont des tueurs. C'est comme ça qu'on les appelle, les GTF2. C'est comme ça qu'on les GTF2, les forces spéciales canadiennes. Et elles étaient là. Qu'est-ce qu'elles faisaient là? Officiellement, il n'y a même pas d'officiellement parce qu'officiellement, il n'existe pas. Et donc qu'est-ce qu'elle faisait là, selon vous? Selon moi, ils ont assisté le FPR parce que j'explique aussi qu'à ce moment, il y a des mouvements bizarres d'avions canadiens entre le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda. Mais ces avions-là, qu'est-ce qu'ils font là? Parce qu'à ce moment-là, il faut rappeler, j'explique aussi dans le livre que les Américains vont parachuter des éléments des forces spéciales de leur pays et de l'équipement militaire pour les rebelles Tutsis à ce moment-là. Donc ces gens-là ne sont pas arrivés au Rwanda pour faire de l'humanitaire, d'autant plus qu'à ce moment-là, l'aide humanitaire était presque inexistante. Le seul bureau qui s'occupait de l'aide humanitaire, le bureau de l'ONU qui s'occupait de l'aide humanitaire s'est révélé être une cellule de planification qui coordonnait les attaques des rebelles Tutsis, qui en fait aidaient les rebelles Tutsis dans la guerre qu'ils livraient au pouvoir Hutu. Et quand Kigali est tombé, le QG de ce centre d'aide, en tout cas humanitaire entre guillemets, qui se trouvait au Kenya, il y avait des gens là-bas, il y avait un colonel américain, Boddy Tillett, ils vont crier, en tout cas le colonel américain et ces gens vont crier « We won the world ». Donc ça veut dire qu'ils étaient là pour soutenir la rébellion Tutsi. Et alors, l'idée communément admise aujourd'hui, c'est que la France, le gouvernement français, a été complice du génocide des Tutsis. Or, à lire votre livre, déjà, c'est pas le génocide des Tutsis, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y a pas eu de génocide, c'est que c'est l'inverse. Et ensuite, on découvre que la France a arrêté de livrer des armes le 8 avril, c'est-à-dire quasiment 24 heures après que le président rwandais ait été tué. Alors que l'embargo de l'ONU n'intervient qu'en mai, qu'un mois plus tard. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que la France, je le disais tantôt, n'a pas soutenu le pouvoir rwandais inconditionnellement. Il est même arrivé à la France de stopper la livraison d'armes, d'équipements militaires au gouvernement rwandais. Pourquoi? Pour pousser le gouvernement rwandais à acquiescer d'une certaine manière aux desiderata du FPR. Parce qu'au fond, les politiques français, même s'ils sont ils se méfient de la rébellion Tutsi, mais certains d'entre eux éprouvent de la sympathie pour Paul Kagame, qui est présenté comme un grand démocrate, comme un grand combattant de la liberté. C'était ça la réalité aussi. Ils se sont laissés berner par la propagande. Ils se sont laissés berner par la propagande, alors que les militaires qui rendaient compte aux politiques disaient clairement que ces mecs, donc les rebelles Tutsis, sont des tueurs, ce sont des Khmers rouges, c'est comme ça, les Khmers noirs, c'est comme ça qu'on les appelait. Mais les politiques ne voulaient rien savoir, ils étaient bernés, intoxiqués eux-mêmes aussi par la propagande. Et c'est l'impression qui ressort de votre livre à la lecture de ce livre, c'est en fait, les Français ont été les dindons de la farce. Oui, effectivement. Ils ont laissé la place aux États-Unis, en réalité. C'est effectivement ça. En se faisant accuser d'être complicité de génocide. Mais quand vous lisez les documents américains, par exemple, je cite les diplomates américains à Paris, qui envoient une note confidentielle à Washington et disent nos positions sont identiques aux positions de la France au sujet du Rwanda. Et ils demandent même aux responsables français d'exercer plus de pression sur Habyarimana pour s'ouvrir au processus de démocratisation. Donc à ce moment, les Français ne se rendent même pas compte du double jeu américain. Mitterrand, lui, le sait, mais la propagande est telle
qu'il est lui-même sur la défensive. Et son opinion publique n'aurait pas compris. Pas du tout. Quand vous avez après le passage sur la chaîne publique de Jean Carbonaré, repris par les médias et toute l'intoxication, vous comprenez la position des politiques français. Alors sur la stratégie militaire de Paul Kagame, qui est pas le dernier des abrutis, hein, Paul Kagame c'est quelqu'un qui quand même a fait preuve d'une grande stratégie dans cette guerre civile. Vous expliquez, vous, à carte à l'appui, qu'en fait il a mené une stratégie pour pousser les partisans Hutus du gouvernement légitime vers le Zaïre. Et ça, Paul Kagame l'a fait dans un but bien précis, qui est de justifier ensuite l'intervention au Zaïre, qui était l'objectif principal, on y revient puisqu'on a commencé par ça, le Zaïre était l'objectif principal de ce soutien des États-Unis à la rébellion Tutsi au Rwanda. Effectivement, parce que moi, quand j'ai regardé la carte militaire, pour moi, les choses sont devenues beaucoup plus claires, parce que j'avais déjà une note de Paul Kagame datée de 1994, dans laquelle il dit, après la chute de Kigali, 3 semaines après, il écrit à un général du Burundi pour lui dire, merci pour l'aide de Museveni. Maintenant, nous allons poursuivre le plan au Zaïre. Et il dit, il y a des réfugiés là-bas, dont nous devons nous arranger pour nous occuper du Zaïre, régler la question des réfugiés Hutus. Pardon. Et quand vous regardez la carte militaire, les choses deviennent beaucoup plus claires. Parce que il faut rappeler quand même qu'il y avait aussi des réfugiés en Tanzanie, il y avait des réfugiés au Burundi. Mais pourquoi Kagame va s'intéresser aux réfugiés Hutus qui sont au Zaïre, que lui-même a repoussé? Parce que je cite les généraux français, le général Lafourcade par exemple, qui est surpris, qui se dit, mais pourquoi est-ce il repousse les fameux entre guillemets génocidaires Hutus vers le Zaïre? Pourquoi est-ce qu'il poursuit l'offensive militaire alors qu'ils ont déjà perdu la guerre? Pourquoi il le fait? Et il répond en disant, on le comprend plus tard, quand le Rwanda décide 2 ans plus tard de s'attaquer au Zaïre. Alors, pour situer pour les auditeurs, donc en fait, les Hutus vont être repoussés dans la région du Kivu. Donc le Kivu, c'est un lac qui est au nord-est du Rwanda. Mais c'est une région, c'est une province. Il y a deux Kivu, le nord et le nord. Donc, il y a un lac aussi à côté. Donc de cette région, donc au sud du Zaïre, donc aujourd'hui République démocratique du Congo, suite aux événements qu'on va maintenant aborder. Donc ces réfugiés se déplacent là, et Kagame a un plan, encore une fois, c'est de placer, il est missionné pour placer un homme à Kinshasa, qui va être Laurent Désiré Kabila. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode qui va se dérouler à partir d'octobre 96 jusqu'en 1997? Oui, pour arriver là, déjà, il faut comprendre le jeu de Kagame avec les réfugiés Hutus. C'est que juste après, fin 94, début 95, le Zaïre, le HCR, le Zaïre et puis le Rwanda, il y a une tripartite pour permettre aux réfugiés de regagner leur pays, le Rwanda. Mais Kagame va court-circuiter toutes les initiatives du Zaïre pour rapatrier tous les réfugiés Hutus au Rwanda. Pourquoi? Parce que Kagame avait besoin de la présence des réfugiés Hutus pour attaquer le Zaïre. Pour lui, tous les réfugiés étaient des génocidaires qu'il fallait attaquer pour protéger le Rwanda. Donc c'était le prétexte. Donc il va court-circuiter à 3 reprises toutes les initiatives prises pour rapatrier les réfugiés Hutus au Rwanda. À partir de 96, il y a des tensions à l'est du Zaïre parce que les réfugiés Hutus qui sont au Kivu font face à des anciens réfugiés Tutsis qui vivaient dans cette région. Il y a des tensions et Kagame trouve prétexte pour dire, non seulement ils veulent retourner commettre un autre génocide au Rwanda, mais s'attaquent aux Tutsis qui sont au Zaïre. C'est le prétexte de Kagame. Alors qu'est-ce qu'il fait en 1996? Il décide de bombarder les camps de réfugiés. Il bombarde des camps de réfugiés. Alors on crée pour la circonstance une rébellion entre guillemets congolaise, mais qui est en fait composé en fait des troupes rwandaises, et on met à la tête de cette rébellion de façade un Congolais, Laurent Désiré Kabila, pour montrer à la face du monde qu'il s'agit d'une rébellion congolaise qui se bat contre la dictature du président Mobutu. Donc c'est ce qui va s'appeler l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Zaïre. C'est tout à fait. Et en fait, Laurent Désiré Kabila n'est que l'homme de paille de Kagame, qui lui-même est l'homme de paille des Anglo-Américains. Tout à fait. Et donc, il va marcher sur Kinshasa, et l'opération va aboutir en fait à un Kinshasa, donc le Zaïre qui est démantelé, enfin la capitale Kinshasa, et qui passe sous contrôle de Kigali. Tout à fait. C'est ce que vous expliquez. Tout à fait. Et donc les ressources sont en réalité parce que c'est la région des Grands Lacs, c'est une des régions les plus riches du monde en minerais, ne sont pas forcément au Rwanda,
Les ressources sont Mais au au Congo, Zaïre. au Zaïre, effectivement. Et Kagame attaque le Zaïre. Et il faut rappeler, il y a un élément important, c'est que quand les troupes rwandaises qui utilisent l'AFDEL pour envers le Zaïre, se mettent à marcher pour atteindre Kinshasa, pendant qu'ils marchent sur Kinshasa, il faut rappeler que des hommes d'affaires occidentaux, canadiens, anglo-américains, débarquent pour signer des contrats avec la rébellion. Et alors là encore, la France va être le dindon de la farce parce qu'il propose une force internationale d'interposition qui propose même de mettre sous commandement états-unien, voilà. Et les États-Unis refusent. Refusent parce que les Américains comprennent que si cette force est mise en place, bien entendu sur commandement états-unien, mais avec des éléments français d'autres nations, les gens vont très vite comprendre le double jeu américain. Alors les Américains disent non. Pour court-circuiter la mise en place de cette force-là, la première chose que les Américains font, c'est qu'ils conseillent aux Rwandais de bombarder les camps pour faire en sorte que les réfugiés regagnent le Rwanda. Alors, une partie de réfugiés vont regagner le Rwanda et une autre partie va s'enfoncer dans la forêt zaïroise. Alors, ils vont dire, les réfugiés ont regagné le Rwanda, on n'a plus besoin de mettre en place cette force-là. En même temps, ils disent, au cas où on va mettre la force internationale en place, non, on est pour qu'il y ait un Canadien. Le Canada va se proposer. Et ça, c'est important. Parce que le Canada va se proposer pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la France est décrédibilisée. Depuis les événements du Rwanda. Alors les gens regardent la France on regarde la France, on dit maintenant vous êtes impliqués dans le génocide, vous avez soutenu les Hutus qui sont là et qui sont encore là à l'est du Zaïre, nous préférons le Canada. Or le Canada joue le jeu des Américains parce qu'il y a eu des réunions à la Maison Blanche et c'est à la suite de ces réunions-là que les Canadiens se proposent non pas pour mettre en place la force qui va s'interposer entre les parties en conflit, mais pour court-circuiter sa mise en place effective. Tout en ayant une image de neutralité. Tout en ayant une image de neutralité, parce que le Canada a une bonne image. Donc, nous sommes des gentils, nous sommes des gens bien, nous n'avons pas de passé colonial, contrairement à la France. Et pas d'intérêt direct dans la région. On n'a pas d'intérêt direct, mais ce sont les hommes d'affaires canadiens qui signent des contrats à ce moment-là avec la rébellion, mais en secret. Et donc, entre 1990 et 1997, donc c'est ce que vous racontez dans le livre, il y a un renversement complet, c'est-à-dire qu'on passe de Habyarimana au Rwanda et Mobutu au Zaïre, qui sont pro-français. Plutôt pro-français. À Laurent-Désiré Kabila et Kagame, qui sont les hommes des États-Unis, des Anglais, mais des Canadiens, on l'a dit, mais aussi d'Israël. Tout à fait. Et il faut rappeler que quand Laurent-Désiré Kabila va refuser d'appliquer la feuille de route que ses maîtres lui ont proposée, en tout cas, ils vont l'éliminer quelque temps après, il va être assassiné. Et on va placer à la tête du pays son soi-disant fils, qui est en fait un ancien de l'armée patriotique rwandaise. D'accord. Donc, à ce moment-là aussi, on a parlé du Soudan, juste une parenthèse, parce qu'à ce moment-là aussi, il y a une guerre que les mêmes rebelles Tutsis avec l'Ouganda livrent au pouvoir de Khartoum. Ils soutiennent en fait les rebelles soudanais qui combattent le gouvernement de Khartoum. De Omar el-Béchir. Voilà. Donc vous avez une configuration. Qui lui-même commerçait avec l'Iran, ce qui pouvait poser d'autres problèmes. Et il était aussi entretenait de relations assez particulières avec la France. Voilà. Donc vous avez cet échiquier là à ce moment-là. Donc que s'est-il passé depuis 1997, puisqu'on a l'impression qu'on est un peu dans un statu quo, bien qu'on entende régulièrement aux informations des heurts au nord Kivu, au sud Kivu. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qui s'est passé depuis à peu près ces 20 années? Mais on a Kagame qui est à la tête du Rwanda depuis, on a Museveni qui est toujours là, on a, en RDC, on a Joseph Kabila, le soi-disant fils de Laurent-Désiré Kabila, qui est issu lui-même de l'armée patriotique rwandaise. Et on a le Rwanda qui s'amuse à l'est du Congo, qui pille les ressources naturelles de la RDC pour le compte des multinationales. Parce que le Rwanda est devenu aujourd'hui le premier exportateur des minerais qui n'existent même pas dans son sous-sol. Mais c'est ça qui est sidérant. Et ça ne dérange personne. Et c'est un pays qui vit, le Rwanda, donc sans ressources, qui est un des plus gros exportateurs et qui vit pour moitié de l'aide internationale. C'est sûrement, après avec l'Égypte, peut-être le pays qui touche le plus d'aide américaine. Tout à fait. Et ça ne dérange personne. Et dans les rapports de la Banque mondiale ou du FMI, on présente Kagame comme un grand gestionnaire. Et ce serait comparable au Kurdistan irakien, par exemple, une espèce d'enclave tout à fait, états-unienne au milieu de territoires. Et tout à fait, parce que, bon, là, dans l'un de mes livres, j'explique la place qu'occupe le Rwanda,
parce que je reproduis un document de la CIA hautement confidentiel où l'on voit clairement la CIA dire pourquoi le Rwanda est important et pourquoi on va utiliser le Rwanda pour mener d'autres opérations importantes dans d'autres régions d'Afrique. Je tiens à rappeler ici, parce qu'on parle depuis 20 ans, qu'est-ce qu'on a comme configuration dans la région. Kagame, par exemple, a déployé des troupes dans le cadre de la MINUAD, la mission des Nations Unies et de l'Union africaine au Soudan. Or, quand on sait le rôle que joue Kagame pour le compte des États-Unis et quand on sait le rôle que jouent les États-Unis et Israël dans la déstabilisation du Soudan, les choses deviennent beaucoup plus claires. Donc, les troupes rwandaises servent de sous-traitants aux opérations clandestines des États-Unis contre le Soudan. Alors, la France, bien que diffamée et chassée de cette région-là du monde, a pourtant renoué des relations avec Paul Kagame, notamment avec l'arrivée de Bernard Kouchner au ministère des Affaires étrangères après l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. Tout à fait, c'est un tournant important dans les relations franco-rwandaises parce que pendant longtemps, la France va adopter quand même une position assez ferme contre le Rwanda pour dire qu'on n'a pas été impliqué dans le génocide. Ils vont refuser ces accusations, ces accusations. Mais quand Sarkozy arrive au pouvoir, Sarkozy qui est quand même un atlantiste, la première chose que Sarkozy fait, c'est qu'ils seront aux États-Unis. Ben, ça, on semble souvent l'oublier. Ils seront aux États-Unis, ils parlent devant le Congrès. Il est acclamé devant le Congrès. Après, il sera au Canada, il rencontre le milliardaire Paul Desmarais, qui tient le Québec à des plus importants milliardaires, avec qui est associé au Belge Albert Frère. Tout à fait. Exemple. Et donc, Sarkozy se réconcilie la France aux États-Unis dans la mesure où quelques années auparavant, la France n'a pas participé à la guerre en Irak. Et on sait tout ce que cela a causé comme friction. Mais en même temps, sur l'échiquier africain, Sarkozy se réconcilie aussi avec le sous-traitant africain des États-Unis, notamment Paul Kagame. Donc ils seront au Rwanda et il va aller plus loin parce qu'il va d'une certaine manière reconnaître tacitement que la France une repentance. Voilà, devant le Rwanda, vous vous rendez compte, la France devant le Rwanda, la France se prosterne devant le Rwanda. Devant un État croupion. Voilà, et Bernard Kouchner va jouer un rôle important et ce rôle va s'étendre jusqu'ici en France parce que pendant ce temps, il y a une instruction judiciaire qui a été conduite par le juge Jean-Luc Bruguière sur l'attentat du 6 avril. Jean-Luc Bruguière avait indexé antiterroriste. Voilà. Il avait indexé Paul Kagame et ses proches. Il y avait 9 mandats d'arrêt internationaux lancés contre les proches de Paul Kagame. Mais quand Kouchner arrive, Kouchner va s'organiser pour court-circuiter la démarche Bruguière et tout recommencer à zéro. Et aujourd'hui, ce dossier, on ne sait même plus où ça va, quoi. Il y a eu un rapport des juges Marc Trévidic et Pou sur l'attentat, un rapport assez ambigu que les médias et Kigali ont très vite récupéré pour dire voilà, on innocente le Rwanda dans l'attentat, alors que le rapport ne dit pas cela. Alors tout récemment, c'est une information très récente, au Burundi, les Nations Unies donc le Burundi qui est un pays frontalier du Rwanda, les Nations Unies expliquent que la situation est extrêmement tendue, peut-être même pire qu'elle ne l'était au Rwanda avant ce qu'ils appellent le génocide. Qu'est-ce que vous avez comme information sur cette situation Mais en fait, on constate depuis un moment au Burundi, il y a des tensions. On a dit que le président Nkurunziza se représentait pour la 3e fois et tout ça. Alors c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'au regard de la Constitution, il avait le droit de se représenter. Le problème du Burundi est que le Rwanda veut déstabiliser ce pays, parce que le président qui est là est un Hutu. Et bientôt, il y aura des élections au Rwanda, et même en RDC. Et l'exemple burundais risque d'avoir une certaine influence sur l'exemple rwandais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 93, c'était le même schéma qui avait poussé les rebelles Tutsis et leur soutien au sein de l'armée burundaise à déstabiliser le gouvernement qui est là. Il n'y a pas longtemps, on a assassiné un proche du président actuel du Burundi, Nkurunziza. Mais l'ONU reconnaît que les élections burundaises étaient démocratiques. Mais pourquoi est-ce qu'on exerce la pression sur ce pays? Pourquoi on veut le déstabiliser? Et on voit très bien que le Rwanda joue un rôle important parce que dans les quartiers tendus, ce sont des quartiers où il y a beaucoup de Tutsis qui sont manipulés par le FPR de Kagame. Et cette semaine encore, Kagame disait que le président du Burundi massacrait son peuple. Vous vous rendez compte, c'est Kagame qui le dit. Et ça ne dérange personne. C'est toujours la même dialectique. C'est toujours la même dialectique. Et alors, à ce propos, je voudrais aborder en dernier thème dans cette émission un chapitre que vous consacrez dans votre livre en expliquant que ce génocide Tutsi, qui est en vérité un génocide Hutu, a été construit dans l'histoire comme une Shoah africaine et une Shoah de l'histoire africaine, vous écrivez.
Et cette histoire-là a été construite dès le début, dès 1995, jusqu'à s'imposer aujourd'hui dans les esprits. Si par exemple on fait un radio-trottoir, on sort dans la rue, 99% des gens vous diront les Tutsis ont été génocidés par les Hutus. Mais tout à fait, parce que on l'entend dans les médias, il y a des films qui sont faits là-dessus. Mais moi, j'explique et je le détaille dans le livre, je donne des références. Je vais vous lire, par exemple, ici, le rapport de l'Union africaine, hein, qui a enquêté sur le génocide. Parce que pour qu'il y ait génocide, il y a l'aspect de la préméditation. Donc, il faut qu'il y ait l'aspect planification. Donc, les gens ont planifié de massacrer des gens pour des raisons liées à leur ethnie, à leur religion, à leur orientation sexuelle. C'est ça la définition du génocide. Alors, quand les experts de l'Union africaine arrivent au Rwanda, enquêtent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, à notre connaissance, il n'existe aucun document, aucun procès verbal de réunion et aucune preuve qui mettent le doigt sur un moment précis où certains individus, dans le cadre d'un plan directeur, auraient décidé d'éliminer les Tutsis. Il est remarquable de constater qu'à peu près tous les experts deviennent vagues ou ambigus lorsqu'il s'agit de déterminer à quel moment l'organisation et la planification systématique sont censées avoir été annoncées. Donc, la question qu'on se pose, que je pose d'ailleurs, c'est que est-ce que le génocide, entre guillemets, des Tutsis, est-il alors le premier génocide spontané de l'histoire de l'humanité? Et s'il y a planification, c'est bien une planification du FPR, donc des Tutsis, donc une planification inverse. C'est une accusation, une version accusatoire intégrale. Moi, je l'explique. J'explique parce que c'est un ancien rebelle Tutsi qui dit qu'ils avaient planifié de massacrer les Hutus. Il dit pour beaucoup, les gens pensaient que s'il s'agissait d'actes de revanche et tout ça, il dit c'était pas ça. On a planifié de les massacrer. Et je l'ai longuement expliqué d'ailleurs, et jusqu'à ce jour, mes contradicteurs, ceux qui me traitent de négationniste ou de révisionniste, parce que bon, c'est ça aujourd'hui, n'apportent pas des éléments pour contredire ce que je dis. Et Pierre Péan a été attaqué notamment par SOS Racisme et l'Union des étudiants juifs de France. Les associations juives de France, oui. Pour son livre... Noir Fureur, Blanc Menteur. Voilà, exactement. Et il a été accusé également de révisionnisme, de négationnisme. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Même moi-même, je devrais donner une conférence, j'étais invité à Rennes, et quand je suis arrivé là-bas, j'ai appris qu'il y avait des associations françaises, même juives. Il y a des gens qui sont passés, en tout cas là-bas, pour dire pour demander aux étudiants de ne pas m'inviter parce que j'étais un négationniste ou un révisionniste. Mais moi, ça ne me dérange pas d'être un révisionniste parce que je pense que lorsque l'histoire est falsifiée, la meilleure manière de la corriger, c'est de la réviser. Donc, je suis à l'aise avec ces accusations de révisionnisme. Et juste, est-ce que vous pouvez détailler les liens qu'il y a eu notamment entre l'État d'Israël, le mémorial de Yad Vashem et les autorités Tutsis pour la construction de cette histoire? Oui, j'explique dans le livre qu'en 95, le gouvernement rwandais organise une grande conférence internationale sur le génocide et il invite les grands dignitaires juifs spécialisés dans la mémorialisation de la Shoah. Et ce sont eux qui vont construire avec le gouvernement rwandais le récit officiel du génocide entre guillemets des Tutsis. Et aujourd'hui, on l'a vu, Paul Kagame est un grand allié d'Israël et même avant d'envahir le Zaïre, il se rend en Israël, rencontre Benjamin Netanyahou, il obtient un soutien secret d'Israël qui va l'aider dans sa quête, dans sa marche au Zaïre. Ça, je l'explique aussi dans le livre. Donc, il y a un lien très étroit entre les autorités rwandaises et les autorités israéliennes aujourd'hui, ce qui explique d'ailleurs la sympathie d'organisations juives de France et des États-Unis pour la cause Tutsi, non pas pour la cause rwandaise, mais pour la cause Tutsi incarnée par Paul Kagame. Et pour des raisons économiques derrière. Ben, tout à fait. Alors, je crois que je trahis pas de secret si je dis que vous préparez un livre sur l'opération de Libye. Oui. Je trahis un secret? Non. Non, pas du tout. Voilà. Bon. Et alors, c'est quand même une situation assez similaire, c'est-à-dire que un dirigeant qui est hostile au camp américain, anglais et israélien va être sorti sous prétexte de rébellion, et on voit quand même que ça a beaucoup moins pris, notamment la propagande, l'intoxication a beaucoup moins prise, notamment sur l'opinion publique, même si elle a pris sur les dirigeants, grâce à l'outil Internet. Tout à fait, oui. Est-ce que vous pensez qu'avec Internet, l'histoire du Rwanda aurait été différente?
Je le pense quand même. L'histoire du Rwanda aurait été différente parce que nous avons tous été intoxiqués, nous tous, hein, moi y compris. Ben, c'est vrai que moi je me posais quand même des questions quand on nous parlait du nombre de morts. Je ne comprenais pas pourquoi on parlait d'1 million de Tutsis massacrés dans un pays qui comptait 700 000 Tutsis. Donc pour moi c'était un peu étrange. Mais c'est sûr qu'avec Internet, on a plusieurs sources d'informations. Donc il y a plusieurs sources. Donc ce qui fait que les gens peuvent se faire leur propre idée. Mais il ne faut pas, je dirais, négliger parce que l'offensive médiatique s'est métamorphosée aussi. Elle prend en compte Internet. Donc, elle est aussi présente sur Internet. Dans le cas de la Libye, bien qu'il y ait aujourd'hui des gens qui ont, dès le départ, dit que l'histoire officielle clochait, il y a quand même une grande partie de l'opinion publique qui dans un premier temps en tout cas, qui a suivi ça à la télé ou à la radio, qui a préféré écouter les journalistes paresseux et menteurs. Dans le cas que vous évoquez, les Hutus sont retrouvés complètement seuls massacrés et accusés d'être massacreurs. Voilà. Et aujourd'hui, malgré tout ce qu'on produit comme document, il est difficile de dire aux gens que ça ne s'est pas passé comme ça. Bon, aujourd'hui, il y a de remises en question, mais c'est très dur parce que c'était quand même 20 ans de matraquage médiatique et même, je dirais, académique, puisque à l'école, moi j'ai lu des thèses doctorales et tout ça sur le Rwanda, mais c'est ahurissant. Les gens ont des mentions très bien sur une histoire qui est fausse. Patrick Mbeko, merci beaucoup. C'est moi que vous remercie. On va conseiller à nos auditeurs de lire votre livre. C'est passionnant, il y a des services secrets, de la guerre, de la politique internationale, ça se lit comme un roman policier, vraiment. Ça se lit comme un roman, c'est très factuel, il y a beaucoup de notes de bas de page, vous êtes très informés sur le sujet. Donc 212 pages, 14 € chez contreculture.com. Voilà. Merci beaucoup Patrick Mbeko, merci beaucoup Xavier. Merci Vincent. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Lamota. Le morceau s'appelle Un rêve, tiré de l'album Bande originale, disponible en téléchargement sur contreculture.com. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.